Bonjour, suite de notre cours d'introduction à la chimie quantique. Aujourd'hui, comment fabriquer un bon diagramme d'orbital moléculaire. Nous avions déjà, lors des précédentes vidéos, expliqué ce que serait un diagramme d'orbital moléculaire qui serait construit comme des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques. Par exemple, dans H2+, nous avions deux noyaux, un seul électron, et la fonction fondamentale, la fonction d'onde de l'état fondamental, c'était un S plus un S. Alors il y a un coefficient de normalisation. Si nous avions deux noyaux différents, on pouvait même faire varier le poids, c'est-à-dire avoir ici un S qui prend plus de place parce que le noyau est plus électroattracteur, donc il va attirer à lui et il va polariser la liaison. Et nous pouvons travailler sur des états fondamentaux et des états excités. C'est-à-dire que nous allons trouver en fait plusieurs solutions. Ce diagramme en énergie, nous allons après remplir des électrons. Et à la dernière vidéo, nous avions défini ce qu'était le spin de l'électron, ce moment cinétique intrinsèque, mais qui a une origine relativiste. Et donc, en pratique, un électron, on lui met soit une flèche vers le haut, soit une flèche vers le bas, qui représente son moment cinétique propre. Nous pouvons mettre jusqu'à 2 électrons dans chaque orbitale, mais il faut bien qu'elles soient de spin opposés. Comme l'orbital c'est NLM, pour respecter le principe d'exclusion de Pauli, les deux spins ne peuvent jamais avoir la même, les deux électrons ne peuvent avoir la même valeur de spin. Les règles de Hund nous disaient que si jamais vous avez deux niveaux dégénérés, vous devez d'abord commencer par mettre des spins vers le haut, et on aurait donc des électrons célibataires. Ça veut dire que notre espèce serait paramagnétique. Sinon, s'il n'y a pas du tout d'électrons célibataires, on serait dans le cas d'une espèce diamagnétique. Donc ils auraient des propriétés magnétiques différentes. Et le magnétisme dépend des propriétés électroniques. À partir de là, aujourd'hui, nous allons essayer de mettre en place une méthode pour fabriquer des diagrammes d'orbital moléculaires. Et nous allons mettre ça en place sur des petites molécules et monter en complexité petit à petit. Notre objectif avec ces diagrammes est d'être capable d'expliquer la structure électronique des composés et en fait de connaître leur réactivité, etc. C'est en termes qualitatifs la méthode la plus efficace en chimie, surtout en chimie organique. On passe sur un mode diapo pour travailler sur cette approche dite qualitative. Le but est de faire un diagramme d'orbital moléculaire à partir de combinaisons linéaires d'orbital atomiques. On est toujours sur des systèmes à plusieurs électrons. Donc je vous rappelle le problème. Donc ici, j'ai déjà mis en place l'approximation de Born-Oppenheimer, c'est-à-dire que dans la partie cinétique, je n'écris que la partie cinétique des électrons. Par contre, dans la partie potentielle, je conserve la partie potentielle de répulsion entre les noyaux. C'est juste que cette partie-là est constante. Donc en fait, quand on va résoudre l'équation de Schrödinger, on va traiter en fait les noyaux comme fixes et la répulsion entre noyaux, on peut directement la calculer avant même de faire l'équation de Schrödinger, puisqu'il s'agit de l'électrostatique sur des positions fixes. Donc en fait, c'est un problème que l'on peut calculer assez facilement. L'attraction électron-noyau et la partie cinétique de chaque électron dépendent d'un électron tout seul. C'est faisable. Il peut y en avoir plein, c'est pas très grave, ce sera long, etc. et laborieux, mais c'est tout à fait faisable. Par contre, la répulsion entre les électrons dépend de deux électrons en même temps. Et chacun de ces électrons dépend de tous les autres en même temps. Et ça veut dire que les n électrons sont corrélés les uns des autres. Ce problème ne peut pas être résolu mathématiquement, proprement, je veux dire analytiquement, exactement. Il peut être résolu mathématiquement, mais par une méthode approchée. Alors, petit exercice de théâtre.
Ça peut être un exercice très marrant. C'est pas actuellement, je peux pas vous le conseiller vu les conditions sanitaires, mais le jour où vous pourrez de nouveau vous retrouver tous ensemble, un jeu faisable entre amis. Poussez tous les meubles, d'accord, pour pas vous blesser. Vous avez un espace assez large et vous allez marcher dans l'espace libre. Et le but étant de se répartir le plus possible l'espace. Imaginez que en fait vous repoussiez les uns les autres comme des électrons et donc à chaque fois vous voulez en fait être le plus loin possible les uns des autres. Donc en fait vous essayez d'occuper tout l'espace. Par contre vous êtes en mouvement donc il vous faut marcher. Donc c'est là où en fait souvent c'est quelque chose qui est employé dans les techniques en fait théâtrales. Ça vous permet de travailler la vision de votre environnement, d'être bien euh, au fait de ce qui se passe dans toutes les directions. Et notamment, après, ça vous oblige à regarder un peu tout le public, etc. C'est quand vous êtes sur scène, de bien faire attention à l'environnement, etc. Donc ça, c'est un exercice très intéressant. Commencez à courir, et là, vous commencez à voir à quel point ça peut être drôle. D'accord? Eh bien, faites ça à la vitesse de la lumière ou presque, et vous avez un problème à N-corps. D'accord? Eh bien, nous aurons l'occasion plus tard de revenir sur la résolution mathématique, c'est-à-dire comment on fait ce problème, comment on résout ce problème. Mais nous, là, ce que l'on va développer pendant quelques vidéos, c'est une approche qualitative. C'est-à-dire que on va zapper, on va dire, la résolution exacte. Ce que l'on sait, c'est que si l'on considère des combinaisons linéaires d'orbitales atomiques, on a une bonne approximation. D'ailleurs, les méthodes actuelles que l'on a mises en place depuis quelques dizaines d'années nous permettent d'atteindre de très bons calculs, d'accord. Et on sait que l'on est très proche de la solution exacte. Voilà. Ce sont des méthodes assez sophistiquées qui généralement ne sont pas dans un cours d'introduction, on va dire. Donc en fonction de l'avancement des séries, etc., et de l'intérêt, on pourra essayer de développer ça plus tard. Par contre, les méthodes de calcul sophistiquées nous donnent des réponses, mais c'est différent d'une rationalisation. C'est-à-dire que là, nous n'allons pas avoir des calculs exacts, mais le but c'est de vous montrer qu'une théorie faite avec les mains sur du papier et crayon nous permet de comprendre des choses sans avoir forcément de calcul exact. Ça a ses limites. Quand on fait des méthodes approchées et qualitatives, ça a des limites. Il y a des moments, justement, je vais vous amener jusqu'aux limites de ce que peut nous permettre cette méthode-là. Et au bout d'un moment, justement, vous montrer que à ce moment-là, effectivement, il faudrait passer par un calcul. C'est d'ailleurs ma spécialité de recherche. Par contre, tout chimiste se doit de maîtriser cette méthode ici, pas en tant que chimiste théoricien, mais en tant que chimiste, parce que c'est une méthode facile à mettre en place qui nous permet de bien comprendre la chimie organique. D'ailleurs, la prochaine série sera dédiée à la chimie théorique qualitative et quantitative pour comprendre la chimie organique. Et en gros, ce serait la chimie organique sans apprendre par cœur, parce qu'en fait, on peut comprendre la chimie organique. Ce n'est pas une série de réactions que l'on apprend par cœur. Un diagramme d'orbital moléculaire, ça voudra dire deux fragments. Donc quand on avait pris H2 plus ou hélium H2 ce que nous avions, c'est deux noyaux. Et on avait mis de chaque bord du diagramme les fragments séparés. Donc là, c'est une construction virtuelle. On ne fabrique pas de la chimie comme ça, en mettant des atomes séparés et en les faisant se choquer les uns les autres. Ce que l'on imagine, c'est si jamais on approchait ces noyaux, quel type d'interaction entre orbitales atomiques
existerait. Et il y aura interaction entre deux orbitales atomiques, de deux atomes voisins, si jamais leur énergie et leur symétrie sont compatibles. Donc voici l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Quels sont les critères qui nous permettent de dessiner et de représenter une interaction et de choisir quand est-ce qu'il y aura une interaction et si elle sera forte ou pas. Si les orbitales atomiques ont la même énergie et qu'il y a une interaction, c'est-à-dire qu'ils auront la bonne symétrie, on va parler d'une interaction covalente. Et elle sera d'autant plus forte qu'il y aura un fort recouvrement. Donc là, attention, c'est le S du recouvrement, c'est-à-dire en fait, je vais définir juste après un peu plus qu'est-ce que c'est que le recouvrement avec des schémas, mais on le note S, d'accord, comme le spin. Mais par le contexte, on est capable de discriminer s'il s'agit du S de recouvrement ou du S de spin. Par contre, si les orbitales atomiques n'ont pas la même énergie, mais si elles peuvent se recouvrir, on va parler d'une interaction polaire, voire ionique. Ionique, ça voudrait dire que les poids relatifs, c'est pas 50-50, ça ce serait covalent. 70-30, non, ce serait 100% et 0%. Ou 95-5. Donc en ce cas-là, en fait, l'électron, il est tout le temps d'un côté, et on aurait donc plutôt une liaison ionique, avec une charge plus et une charge moins. Entre les deux, on aurait une interaction polaire, avec une liaison polarisée. Elle serait proportionnelle au recouvrement, mais elle est aussi inversement proportionnelle à la différence d'énergie des deux OA. Ce qui veut dire que si à un moment donné, les orbitales atomiques des fragments sont loin en énergie, donc là ici on va considérer 0,5 unités atomiques ou artrées, ça veut dire à peu près 13,6 électronvolts. Si c'est au-delà de ça, on va considérer que l'interaction est négligeable. Ça veut dire qu'elles sont trop loin en énergie pour pouvoir en fait réagir l'une avec l'autre. Il n'y aura donc pas d'interaction. Dès lors, pour pouvoir travailler sur les diagrammes d'orbitales moléculaires, ce qui est vraiment l'objet de ce cours-là, il faut que l'on maîtrise les énergies des orbitales atomiques, on va en parler de suite, les formes des orbitales atomiques, mais ça on a déjà travaillé dessus. On a travaillé sur des orbitales hydrogénoïdes avec la résolution de l'équation de Schrödinger. On a fait plusieurs vidéos là-dessus. Et c'est là, quand je vous avais dit que c'était vraiment un outil indispensable, voilà, il faudra et il faut maîtriser ce genre de choses. Nous allons travailler dans les diagrammes. Si jamais à un moment donné, vous avez du mal à vous représenter les orbitales moléculaires et voir les combinaisons, reportez-vous sur la vidéo et reprenez l'exercice de représentation des orbitales atomiques. Et nous allons les recouvrir. Et donc nous allons travailler sur les recouvrements entre orbitales atomiques. Traitons du premier sujet, l'énergie. L'énergie des orbitales atomiques, pour l'atome hydrogénoïde, d'accord, ne dépend que du nombre quantique. Donc là ici, on a En est égal à moins Z au carré E4ME, 2N carré H bar carré. Et pour les systèmes polyélectroniques, au contraire, nous allons voir que, par exemple, les 2S, 2P n'auront pas les mêmes énergies, 3S, 3P, 3D n'auront pas les mêmes énergies à cause des répulsions entre les électrons. Ce qui nous donne un tableau des énergies calculées. Donc là, elles sont en électronvolts. Et ils viennent d'un... Donc c'est un tableau que vous pouvez retrouver sur la Wikipédia, mais en fait, l'origine, au départ, sont des collègues en 2005 qui l'ont écrit sur un article du Journal of Chemical Education. C'est un journal où c'est plus sur des nouveaux outils d'enseignement ou des informations intéressantes pour l'enseignement en chimie. Donc, la 1s de l'hydrogène, elle est à moins 13,6 électronvolts. Si on descend de ligne, on a le lithium, et la 1s du lithium est directement beaucoup plus basse. Elle est à moins 67. Et d'ailleurs, si on continue sur cette ligne-là, on passe à moins 200, moins 300, moins 400, moins 560,
moins 700 électronvolts. La 1s du fluor est très 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 basse en énergie. Elle est très loin en énergie de la 1s de l'hydrogène, d'où cet électron-là n'intervient plus en chimie. Il ne peut plus se mélanger. On parle d'un électron de cœur. Et effectivement, la chimie, c'est uniquement avec les électrons de valence. Les électrons de cœur sont trop près des noyaux et trop bas en énergie. Pour le lithium, nous avons un électron 2s qui est à moins 5 électronvolts. Il est plus haut en énergie que l'hydrogène. Ce qui veut dire qu'effectivement, quand le lithium et l'hydrogène vont interagir ensemble, il y a une différence qui est de l'ordre de un peu moins de moins 10, moins 8, donc ils peuvent interagir ensemble. Et l'électron aura tendance à aller plutôt du côté de l'hydrogène. Et effectivement, le lithium est plus électropositif, c'est-à-dire qu'en fait l'hydrogène est plus électronégatif que le lithium. On continue dans la série, par exemple bore, carbone, azote, oxygène, soufre, qui sont tous ensemble là, à la partie à droite du tableau. Et on a ici le bore où la 2s est à peu près à la même énergie que la 1s, et la 2p elle est plus haute. Puis pour le carbone, la 1s de l'hydrogène se retrouve entre les deux, et à partir de l'azote, en fait, toute la couche de valence de l'oxygène, de l'azote, l'oxygène et le fluor se retrouve plus bas que la 1s de l'hydrogène. Ces trois atomes sont plus électronégatifs. À partir de là, d'ailleurs, on va voir ici que la 2s, par exemple, de l'oxygène et le fluor est même plus basse, beaucoup plus basse, on va dire, il y a 20, voire 30 électronvolts de différence, donc ces deux-là ne vont pas interagir. Donc dans la couche de valence, des fois, il y a même des orbitales qui n'interagiront pas avec d'autres, en fonction de l'électronégativité ou des niveaux d'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'on ait un atome ultra électronégatif comme le fluor, ou électropositif comme le lithium, la différence d'énergie est au maximum d'une quinzaine d'électronvolts. Et ce qui veut dire que, en fait, dans le tableau périodique, si on prend par exemple la ligne d'en dessous, on voit bien que la couche qui est juste au-dessus, d'accord, donc là, P, le potassium est en dessous de l'azote. Et par contre, il a une couche de plus. Donc sa dernière couche, c'est les 3s et 3p. Et on voit que les 3s et les 3p sont de l'ordre de la dizaine, vingtaine d'électronvolts. Par contre, la couche qui est au-dessus, elle, est directement plus basse en énergie. Donc P, si jamais il interagit avec l'hydrogène ou avec un oxygène, ce ne sera pas la 2P avec la 2P. Ce sera la dernière couche, donc la 3P par exemple avec les 3P. Ou les 3S. Mais en termes d'énergie, c'est possible. Dans les métaux de transition, les 3D et les 4S, la couche de valence, se retrouvent à la même énergie. Ce qui veut dire que... donc là, ici, elles sont légèrement plus hautes en énergie. Ils sont généralement un peu électrodonneurs. Mais si on regarde le tableau périodique, et finalement on a retrouvé avec les énergies des orbitales ce que vous connaissez peut-être, ce que l'on appelle l'électronégativité, c'est-à-dire la capacité à attirer à lui des électrons, ça dépend directement des énergies des orbitales atomiques. Et l'hydrogène qui est placé tout en haut à gauche, en réalité, en termes d'électronégativité et de chimie, il est plutôt entre le bore et le carbone. Et les alcalins et les alcalinotéreux sont plutôt, eux, électropositifs. Ils ont des énergies hautes. Eux, les métaux, la transition aussi, mais moins. Et à partir de là, dans cette direction-là, notamment avec un maximum ici, tous ceux-là sont électronégatifs. Et ils ont des orbitales très basses. Mais pas... Enfin... suffisamment proches pour pouvoir interagir. Ce qui fait, et ça c'est absolument merveilleux, c'est pour ça qu'on existe, c'est que le fer peut interagir avec de l'hydrogène, peut interagir avec du carbone, avec de l'oxygène, peut interagir avec d'autres
métaux de fer. Et en fait, tous les éléments chimiques, l'anthanide compris, peuvent interagir parce que même si tu descends de ligne en ligne, la couche de valence se retrouve à une gamme d'énergie compatible pour pouvoir interagir. Donc, les éléments chimiques peuvent interagir entre eux dans une énorme diversité, ce qui nous permet justement d'avoir une diversité de molécules stables et donc une diversité de réactivité et de finesse là-dessus qui fait que des molécules comme l'ADN, des protéines, etc. existent. Ou l'hémoglobine avec du fer qui va transporter de l'oxygène, etc. Tous ces mécanismes-là, ça repose sur cette capacité d'avoir une chimie très diversifiée. Si on ne pouvait mettre ensemble que du carbone, de l'hydrogène, il n'y aurait que du pétrole et il n'y aurait donc pas de vie sur Terre. Les points importants, au-delà de cette diversité assez phénoménale, c'est que ça ne veut pas dire que toutes les orbitales tous les niveaux vont pouvoir interagir entre eux. Ici, pour la 1s de l'hydrogène, on voit que la 2s de l'oxygène et du fluor, elles, ne pourront plus interagir. Donc, on a un outil assez important, c'est on va mettre les orbitales atomiques, les classer en énergie, d'où l'idée d'un diagramme classé en énergie croissante, et en fonction des différences d'énergie, on va pouvoir dire cette orbitale-là ne pourra pas interagir avec celle-ci, même si elle a la bonne forme. Traitons justement de la problématique de la forme des orbitales. Nous allons considérer que la forme des orbitales atomiques se conserve entre les éléments. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'équation de Schrödinger pour l'oxygène de façon pure, mais la forme de la toute première orbitale, ça reste l'orbitale 1s. Une orbitale 1s qui, par contre, n'aura pas la même taille. Elle sera beaucoup plus contractée et une énergie beaucoup plus basse parce que l'oxygène a un noyau beaucoup plus gros. Hein, et il y a 8 protons au lieu d'un. Et donc la 1s est au moins 8 fois plus petite. Quand on va, de manière générale, considérer un parcours sur une ligne, c'est-à-dire quand on passe de B à C à N à O à F, les orbitales atomiques se contractent plus ou moins. Et donc en fait, si vous imaginez l'évolution radiale de votre orbitale, il faut imaginer qu'elle se resserre petit à petit. Et si vous passez à la ligne d'après, votre orbitale se resserre encore plus, mais ce n'est plus l'orbitale de valence, et vous avez donc une nouvelle orbitale qui, elle aussi, se resserre. Et petit à petit, vous allez jusqu'à, par exemple, l'uranium, où il y a beaucoup d'électrons, 92 électrons, et donc un beau paquet d'orbitales. Et l'orbitale 1s de l'uranium est extrêmement basse en énergie, et c'est pas elle qui fait la chimie. Toute la chimie, c'est sur la couche de valence. Ça veut dire que ici, les orbitales de valence, ce sont les 2s et les 2p. Sur cette partie-là, ce sera les 3s et les 3p. Sur cette partie-là, ce sera les 4s et les 4p. Et les 3d, notamment ici. Et donc, en gros, la taille de cette orbitale, elle est plus grosse, mais comme elle s'est contractée, on se retrouve avec des tailles sensiblement similaires. Il n'y a pas, le chlore n'est pas 2 fois plus gros que le fluor. Il n'y a pas d'échelle d'électronégativité pour le dernier tableau parce qu'en fait, il n'y a pas de chimie. En fait, la couche est complète, donc en fait, il ne veut pas réagir. Leurs orbitales, en fait, sont très basses en énergie, mais le niveau d'au-dessus est, lui, très haut. Donc là, par exemple, si à un moment donné, vous ne savez plus quelle est la couche de valence, imaginez que la configuration électronique de votre atome ici vous dit quelle est la couche de valence. Par exemple ici, l'hélium a une configuration 1s2. Il a 2 électrons sur l'orbitale 1s. Donc à partir de là, la 1s, à partir du lithium, la 1s, c'est des électrons de cœur.
Pour le néon, il a toute la partie n est égal à 1 et n est égal à 2 d'occupée, c'est-à-dire 1s2, 2s2, 2p6, c'est-à-dire que les 2s et les 3 orbitales 2p sont totalement pleines. À partir du néon et au-delà, eh ben, les 2s et 2p sont des orbitales de cœur. Et la partie de valence commence. D'où ici, à partir de l'argon, en fait, on a les 3s et les 3p d'occupés, mais pas les 3d. Les 3d, en fait, se retrouvent plus hautes en énergie que le reste des orbitales à n est égal à 3, et se retrouvent en fait dans la famille qui a comme orbital de valence les orbitales 4s et 4p. Donc ici, dans cette série-là, nous avons 4s, 4p, 3d. Et ça, c'est la couche de valence. Donc, moralité, on va garder la forme des orbitales de l'hydrogène, mais on va s'adapter sur la taille, sauf que nous avions discuté que quand on va dessiner une orbitale, la taille c'est quelque chose de relatif puisqu'il s'agit d'une fonction en 3D. Et par exemple, quand on va dessiner les orbitales de O et de F, en fait on va mettre la même taille, c'est pas très important, c'est à vous de vous souvenir qu'il s'agit en fait d'une version, une représentation symbolique qui représente une fonction en 3 dimensions. Et la taille des orbitales, dans les diagrammes, ça va plutôt mettre en avant les orbitales polarisées, et donc ça va plutôt dire, ah là je mets gros sur l'hydrogène, parce que cette orbitale, elle est plutôt sur l'hydrogène que sur l'oxygène. Il nous reste l'étape du recouvrement. Le recouvrement, c'est la zone commune entre les deux orbitales atomiques. Il s'agit en fait d'un taux de recouvrement. 0, il n'y a pas de recouvrement du tout. Et 1, ça veut dire que les deux orbitales coïncident à 100%. Ce n'est possible que s'il s'agit en fait du même atome. C'est-à-dire qu'en gros, la 1s de l'hélium avec la 1s du même hélium, c'est rigoureusement la même fonction, tout le temps dans l'espace, donc elle est à 100%, elle coïncide. Quand on considère un système diatomique, par exemple, vous aviez ici la fonction d'onde fondamentale qui était 1s plus 1s, ou 1s moins 1s, et on voit bien que comme ces deux sphères ne sont pas centrées au même endroit, elles ne se recouvrent pas à 100%. En règle générale, pour deux orbitales atomiques voisins, à des distances d'équilibre normales, c'est-à-dire que là dans H2+, on avait un angstrom, et par exemple dans H2 c'est 0,74 angstrom, on a un recouvrement qui dépasse rarement 0,5. Donc on est plutôt compris entre 0 et 0,5. Et là ici, n'oubliez pas que moi je dessine cette sphère, mais même si elle est juste côte à côte, la taille de la sphère, on peut l'agrandir et la ressortir. Hein. C'est-à-dire qu'ici, là, n'oubliez pas, si par exemple je dessine cet isocontour là, les deux sphères ne se touchent pas, mais comme elles ont le même signe et que je sais qu'il s'agit d'une fonction 3D, il y a bien un recouvrement. Et là, ici, quand je les fais se toucher qui sont de signes opposés, en fait ici, là, il n'y a plus cette fonction-là, puisque la plus et la moins s'annulent, et au milieu, c'est nul. Donc on peut tout à fait les mettre côte à côte et considérer plutôt une isocontour où les deux ne se touchent pas, mais elles se recouvrent. Et dans une interaction tiliante, il y a bien un recouvrement. Quand nous avons une montagne et un creux, la zone commune, c'est celle où après on est sur des altitudes très petites. Et on se retrouve ici à 0 parce que justement il y a un recouvrement. Par contre, tous les recouvrements ne sont pas possibles. Et donc on va justement terminer là-dessus sur la vidéo. On va travailler sur les recouvrements. Alors, de manière plus formelle, les recouvrements dépendent de la symétrie des orbitales atomiques. Donc dans certains cours, on vous initie à la théorie des groupes, aux éléments de symétrie, les plans, les images miroirs, etc., pour essayer de
déterminer la symétrie des orbitales, mais je n'en ai pas le temps. Et finalement, avec certains de vos camarades, on a abouti à une version qui est la plus simplifiée possible. Nous allons prendre en fait la direction de l'orbitale et elle va nous indiquer la symétrie de l'orbitale. Donc formellement, en fait, on a choisi un élément de symétrie, d'accord, et que l'on met en avant. Donc en fait c'est une propriété par rapport à certains axes. Donc ce que l'on met en avant c'est un axe de un axe d'un miroir, mais peu importe. En fait c'est le plan normal d'un miroir, mais donc peu importe. Ce qui m'intéresse c'est-à-dire que formellement c'est correct ce que je vous dis, c'est juste à sa simplicité la plus extrême on va dire. Vous prenez une orbitale 2p, vous me tracez un trait le long de la direction de cette orbitale et vous avez sa direction. Celle-ci, par exemple, c'est l'orbitale 2p qui passe à travers l'axe passe à travers le plan, c'est-à-dire qu'on a un lobe derrière et un lobe devant, et donc on a un axe qui est en fait perpendiculaire à l'écran. Et vous avez la troisième orbitale, celle-ci, et donc son axe est comme ça. Donc ici, nous avons trois couleurs différentes pour trois directions différentes. Pour l'orbitale S, qui est une sphère, toutes les directions se valent. Puisque, effectivement, la sphère part dans toutes les directions. Et elle peut se recouvrir dans toutes les directions. C'est la seule orbitale qui peut faire ça. Donc, on va choisir que l'orbitale S, elle pointe toujours vers le voisin. C'est-à-dire que si on a une orbitale, eh ben, vous tracez un trait qui mène vers l'atome voisin et vous avez la bonne direction de l'orbitale S. Donc là ici par exemple, ça voudrait dire que l'atome voisin est là et ça veut dire que lui aussi pointe vers le voisin et ces deux-là non. Si les directions de deux orbitales voisines sont perpendiculaires, il n'y aura pas de recouvrement possible et donc pas d'interaction. C'est-à-dire que si je mets cette orbitale-là avec celle-ci, elles ne pointent pas dans la même direction, elles sont perpendiculaires l'une de l'autre, ces directions-là, et donc il n'y a pas de recouvrement. Ça veut dire que, par exemple, ce lobe-là, s'il se rapproche, en fait, il tape en plein milieu, il tape et il touche et du gris et du blanc, et en fait, le recouvrement est nul. Vous imaginez ce lobe-là qui pointe ici en plein milieu, il touche cette fonction qui est négative et cette fonction qui est positive, et sur l'ensemble, en fait, ça fait 0. Donc, de manière générale, et c'est pour ça que je vous incite à utiliser de la couleur dans vos diagrammes, vous allez utiliser des codes couleurs qui vous mettent en place, enfin, qui explicitent les propriétés de symétrie des orbitales, et uniquement les orbitales qui auront les directions rouges qui pourront interagir entre elles, bleues entre elles, et jaunes entre elles. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce code couleur-là, ça dépend de vos propres couleurs. On va faire quelques petits exercices pour se former à ça. C'est une étape très importante. Vous devez être capable de faire les recouvrements. Si après vous avez compris la partie d'énergie, eh ben, les diagrammes c'est bon, c'est plié. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors, considérons des directions qui coïncident, c'est-à-dire en fait, ça ferait la même ligne. On parle alors d'un recouvrement sigma. Donc n'hésitez pas après à faire des pauses et à travailler. On va prendre par exemple cette orbitale-là. Imaginez une orbitale voisine qui pourrait faire un recouvrement sigma, c'est-à-dire dont là, vous pourrez avoir le trait de la même couleur qui continue dans cette direction-là. Moi, je vais considérer donc, je vais vous dessiner une des possibilités. Il y en a plusieurs. Vous pouvez imaginer quatre possibilités différentes. Alors, mais pas avec cette orbitale-là. Mais déjà avec cette orbitale-là, il y en aurait trois autres. Il y a trois possibilités.
Non, 4. Pardon. Et donc, cette orbitale-là, avec celle-ci, on voit que le trait est continu, il coïncide totalement, les directions coïncident. Ce lobe-là touche ce lobe-là, il est de même signe, il va y avoir un recouvrement positif avec une fonction d'onde non nulle au centre. On a quelque chose de liant, c'est du sigma liant. On peut la représenter comme ça aussi, mais justement, là on met en avant le côté recouvrement, et attention, certains vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette sphère, etc. En fait, il s'agit de ce lobe-là qui se recouvre avec l'autre lobe. Honnêtement, l'écriture à gauche me convient tout à fait. N'oubliez pas que ce sont des fonctions en 3D et pas des coquilles. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait dessiner celle-ci en plus grand et celle-ci en plus grand et on retomberait sur ce genre de choses. Ce qui nous intéresse, c'est que le blanc et blanc se coïncident au milieu, ils vont se toucher, ils vont se recouvrir et ça va créer de la densité et donc on est sur une interaction liante. Dessinez donc la version anti-liante de cette interaction-là. Donc ça, c'est notre deuxième possibilité. C'est-à-dire que nous avons toujours la 2P, mais cette fois-ci avec une 2P, mais en anti-liant. Attention, je vais donner la réponse, donc n'hésitez pas à faire pause pour travailler de votre côté. Il s'agit de retourner l'une des deux orbitales. Alors moi j'ai retourné l'orbitale de droite, mais peu importe, hein, vous pouvez tout à fait avoir retourné celle de gauche. Ce qui est important, c'est que ici nous n'avons pas les mêmes signes. Blanc, gris. Blanc, gris. Au milieu, ça va faire quelque chose de nul. D'accord? Donc même si vous les recouvrez ici, n'oubliez pas, en fait les deux là vont s'annuler et en fait il faudrait les raboter, etc. Donc peu importe, ne vous embêtez pas. Faites-les côte à côte et travaillez la représentation en 3D dans votre tête. À partir de là, il s'agit d'une interaction antiliante. La fonction d'onde est nulle au milieu, la densité est nulle et ça pousse les électrons à séparer en fait les deux noyaux. On va mettre une étoile ici pour indiquer le côté antiliant, sigma étoile. J'ai choisi cette orbitale 2P, mais ce n'est pas la seule orbitale qui pourrait, et dans la diapo d'avant, qui a un trait jaune. Donc vous pouvez maintenant revenir en arrière ou déduire aussi quel serait l'autre recouvrement sigma et sigma étoile, que l'on a déjà au passage vu. Et après même imaginer un mélange des deux, entre guillemets. C'est-à-dire, nous avons sinon les orbitales 2s avec 2s, en liant, en antiliant. Liant, ils ont le même signe, antiliant, ils sont de signes opposés. Mais on peut aussi imaginer que à gauche, il y ait une orbitale 2s et à droite une orbitale 2p. Et dans ce cas-là, en fait, le lobe de 2p va se recouvrir avec la sphère en liant, en antiliant. Là, c'est pareil. Vous pouvez aussi garder ici du blanc et du gris et dessiner la sphère en gris, peu importe. Ce qui est important, ce n'est pas le fait que ce soit blanc, gris, blanc, mais que ici, entre les deux atomes voisins, il y a un changement de signe. Ça veut dire que la somme des deux est nulle et que ce sera antiliant. Remarquez que dans un recouvrement sigma, un seul lobe se recouvre avec un seul lobe. C'est-à-dire que même si ici on a une orbitale qui a deux lobes, il n'y en a qu'un seul qui va toucher l'autre. Celui-ci, en fait, il ne sert à rien dans le recouvrement. Là, c'est pareil, même s'ils sont de signes opposés. On a un lobe ici, quel que soit le signe, en fait, on a un recouvrement qui est le long de l'axe dessiné ici, d'où on parle de recouvrement axial. Et en fait, on a ici un seul lobe avec un seul lobe. Ici, il n'y a qu'un seul lobe, la sphère, et d'ailleurs, la sphère ne peut faire que du sigma. Et on a un des deux lobes qui touche l'autre.
Donc la 2P peut se recouvrir avec une 2S, mais uniquement si elle vient dans cette direction-là et avec un seul lobe. Bien. Passons au recouvrement pi. Donc, au passage, il existe le recouvrement delta, mais on verra dessus en toute fin de cours. Le recouvrement delta, c'est entre deux métaux de transition. Donc là, on n'en aura pas besoin avant un petit moment. Mais l'autre recouvrement dont on aura besoin, dès le début, ça va être les recouvrements pi. Alors, souvent, c'est pas écrit PI, hein, c'est juste, je voulais être sûr que vous compreniez. Souvent, on dessine la lettre grecque pi. Pour cela, nous allons considérer des directions qui sont parallèles. D'accord? Donc elles ne sont pas sur le même axe, mais elles sont sur la même direction et elles sont parallèles. Nous allons avoir 4 possibilités. 2 pi, 2 pi étoiles. N'hésitez pas à faire une pause. Si vous êtes perdu, si vous ne savez pas du tout comment aborder ce problème, commencez par représenter ces deux orbitales atomiques et imaginez quelles peut donc être les orbitales de l'atome voisin qui auraient une direction parallèle à ce cas-là et qui aboutirait à un recouvrement pi et un recouvrement pi étoile. Attention, je vais donner la réponse. Pour avoir un recouvrement parallèle, il vous faut une orbitale qui a la même couleur de direction. C'est-à-dire que l'orbitale qui a une direction rouge ou bleue va se recouvrir avec une autre orbitale de direction rouge ou bleue. Si en haut, les signes sont les mêmes en haut et en bas, ou devant derrière, vous avez donc quelque chose du gris qui touche du gris, du blanc qui touche du blanc. Ici, il va y avoir de la fonction d'onde non nulle et là de la fonction d'onde non nulle. Pareil, là c'est devant derrière. Vous avez quelque chose qui se recouvre avec de la densité électronique au centre. Ça va être pi-liant. Si vous changez de signe, c'est-à-dire si vous retournez une des deux orbitales, vous avez du blanc qui touche du gris et du blanc qui touche du gris. Et donc là, à chaque fois, vous aurez les deux qui seront en antiliant. C'est impossible que vous ayez un liant, un antiliant. D'accord? Soit elle sera totalement liant en haut, en bas, devant, derrière, soit totalement antiliant en haut, en bas, devant, derrière. On parle alors d'une interaction pi-étoile. Ici, les lobes se touchent. Hein. N'oubliez pas, c'est une fonction en 3D. Je vous ai représenté la version en fait sur ordinateur. Voilà. Donc ici, vous avez la pi, d'accord? Vous voyez les. Alors, c'est pas le même signe, hein, mais peu importe. C'est-à-dire que le blanc, c'est le pourpre ou l'inverse, peu importe. J'aurais pu la retourner, mais ça ne change rien. Donc là, ici, vous avez du blanc avec du blanc, du pourpre avec du pourpre. On a bien quelque chose de liant, et d'ailleurs, on le voit la zone commune ici. Pareil ici, devant, derrière. Ou là ici, c'est antiliant cette fois-ci, donc là il y a une zone à zéro. D'ailleurs, on voit qu'elle a plus tout à fait la même forme, elle est comme déformée vers l'extérieur. C'est parce que ici, cette partie-là, elle s'annule avec l'autre, d'accord? Donc il y a une partie de la montagne et de la crevasse qui disparaissent pour aboutir à zéro. Mais en fait, on voit à travers. Et là, c'est pareil. Devant, derrière, il y a toute une partie ici qui est nulle. Il y a un plan nodal, d'accord, dû au changement de signe. Et on n'oublie pas ici, il y a le plan nodal comme ça, que l'on représente ici. Hein. C'est-à-dire que les électrons, ils peuvent pas, il n'y en a pas d'électrons là. Quand on va attaquer, quand ce genre d'orbitales vont interagir avec d'autres, ce sera jamais par là. Ce sera toujours soit par en haut, soit par en bas. Ou là par devant ou par derrière. Donc ça, ce sera l'objet effectivement de la prochaine série quand on va appliquer après les diagrammes à de la réactivité en chimie organique par exemple. Dans un recouvrement pi, vous avez toujours deux lobes de signes différents qui se recouvrent avec deux lobes de signes différents. C'est-à-dire que là, on a
un lobe blanc, un lobe gris, avec un lobe blanc et un lobe gris. Alors soit ils sont dans le même signe, soit de signes opposés, mais on a toujours un blanc, un gris, avec un blanc, un gris. Que ce soit en haut, en bas ou devant, derrière. Si les directions sont parallèles et si vous avez ça, effectivement, donc là, vous devez être capable de retrouver qu'il s'agit d'un recouvrement pi. Bien, faisons un petit point sur la méthode. Pour faire un bon diagramme, on va commencer par tracer la flèche en énergie, placer dans chacun des fragments, d'accord, les orbitales de valence. Donc, pour l'oxygène, c'est 2s, 2p. Si jamais on était en train de faire du fer, et on devrait rajouter, donc on serait sur 4s, 4p, 3d, etc. Voir le gaz, la configuration électronique du gaz rare précédent. On met ça dans un diagramme en énergie. On n'a placé que les orbitales. Ne mettez pas les électrons, ça sert à rien, je vous expliquerai. C'est-à-dire que prenez en compte le fait combien il y a d'électrons, mais ne les mettez pas forcément sur les fragments. Repérez les symétries, c'est-à-dire en fait, vous allez tracer les directions des orbitales par de la couleur, par de la notation. Et attention, pour tout le diagramme, la molécule est placée. C'est-à-dire que si vous avez décidé de faire deux atomes, il y en a un qui est à gauche, l'autre est à droite, sur tout le diagramme, l'atome de gauche est toujours à gauche, l'atome de droite est toujours à droite, et il ne se déplace jamais. Il y en a, vous ne rechangez pas la géométrie ou l'orientation de la molécule dans tout le diagramme. C'est très important. On y reviendra. Réaliser les interactions possibles, c'est-à-dire en fait tracer, dessiner, que ce soit par énergie ou par symétrie, et à la fin vous devez avoir autant d'orbitales moléculaires que d'orbitales atomiques. C'est-à-dire que si deux orbitales atomiques interagissent, vous devez avoir deux orbitales moléculaires. Il va y avoir une combinaison liante et une combinaison antiliante. Toujours. C'est une règle très importante. Après, cette fois-ci, vous pouvez mettre vos électrons, mais dans la partie molécule, parce que elle est réaliste, alors que les fragments en fait sont virtuels. Et le problème, c'est que des fois, vous voulez garder les électrons dans leur case atomique et les mettre dans les cases atomiques qui correspondent, alors que non. Le carbone, il a 4 électrons, on peut, peu importe d'où ils viennent, l'important c'est qu'à la fin, si notre molécule elle a 6 électrons, on les remplit du bas vers le haut, en respectant les énergies. Donc, si il n'y a pas de dégénérescence, on met 2 électrons dans l'orbitale la plus basse énergie, puis on monte petit à petit, et dès qu'on a des niveaux dégénérés, on pense à la règle de Hund, à la première règle de Hund. Le dernier niveau où il y a des électrons, c'est-à-dire qu'en fait, les électrons les plus hauts en énergie, ils sont sur le niveau que l'on appelle le plus haut occupé, ou en anglais, Highest Occupied Molecular Orbital, d'où l'acronyme HOMO. Et le premier niveau qui est juste au-dessus de la HO ou de la HOMO, ce sera le premier niveau basse vacante. C'est-à-dire en fait la Lowest Unoccupied Molecular Orbital, c'est-à-dire le premier niveau vide en énergie. Ces deux niveaux ont une importance cruciale en réactivité. C'est l'objet de la prochaine diapo. On termine notre diagramme en calculant l'indice de liaison. En fait, on va compter le nombre d'électrons liants moins le nombre d'électrons antiliants. On va diviser par 2 et ça va nous donner l'équivalent du nombre de liaisons chimiques à 2 électrons dans la molécule. Ce qui va nous permettre après de discuter du chiffre de la liaison par rapport à la structure de Lewis, ou à la formule développée, et des fois on aura des différences et on pourra discuter de ça. En gros, ça amène à des discussions, à du retour critique, ce qui est le plus intéressant. Non seulement j'attends de vous
que vous soyez capable de dessiner des diagrammes d'orbital moléculaire, mais le but du jeu, c'est d'en faire après de la chimie. Les niveaux HOMO et LUMO s'appellent les orbitales frontalières. Alors vous entendrez souvent aussi les orbitales frontières. Alors c'est le terme anglais, frontier orbital, d'accord? Mais si on voulait parler proprement, c'est plutôt les orbitales frontalières, d'accord? Et ils forment la frontière entre occupé et vide, d'accord? Mais donc ils sont donc frontaliers, comme des travailleurs frontaliers. On ne dit pas des travailleurs frontières. En 1981, Roald Hoffmann à gauche et Kenichi Fukui à droite se sont vus récompensés du prix Nobel. D'ailleurs, ça faisait un petit moment qu'en chimie, il n'y avait pas eu de prix Nobel de chimie théorique, et celui-ci, justement, c'était pour des théories qu'ils ont développées de façon indépendante sur la réactivité. Donc ça, en fait, c'est leurs travaux quelque part qui alimentera la prochaine série. Comment à partir de la forme, la symétrie des orbitales frontalières, je suis capable de comprendre la chimie. Donc non seulement la chimie, c'est une histoire des électrons de valence, mais même dans la partie de valence, c'est principalement une histoire de homolumo. Et malgré le fait qu'on est en train de réduire le problème à uniquement 2 orbitales, on a un énorme champ de possibilités, une énorme variabilité et une richesse phénoménale. Alors Kenichi Fukui est décédé en 98, Roald Hoffmann, lui, est encore en vie. D'où il a le droit à une photo couleur. Alors Fukui, il y a très peu de photos. Et comme elle est assez récente, la photo du prix Nobel d'ailleurs n'est pas libre de droit. Donc en fait, on a une très vieille photo. Bon, je vous raconterai l'histoire de Roald Hoffmann à la prochaine série. Et il a une histoire assez phénoménale. Et Roald Hoffmann a un impact énorme sur la chimie théorique. On reviendra dessus un tout petit peu là après sur une prochaine vidéo où on discutera de l'hybridation. Donc, le point important de ces travaux, c'est que les orbitales frontalières, HO, BV ou HOMO-LUMO, sont les plus représentatifs de la réactivité. La réactivité d'un composé dépend principalement de la forme, la topologie, est-ce qu'elle est sigma, est-ce qu'elle est pi, où sont les lobes, de quelle symétrie il s'agit, et de l'énergie des orbitales. Si la HO est haute en énergie ou basse en énergie, ça aura un impact sur la réactivité du composé. Et on va travailler sur ça assez vite, en fait. De manière qualitative, mais très efficace. On termine par une application. Parce que là, on a mis en place des règles. Donc le but, c'est de faire une application. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse travailler. Et je vous fais la correction sur l'application de H2 et de Helium 2 au prochain numéro. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a intéressé, à la commenter. Si jamais j'ai dit une coquille, n'hésitez pas à commenter aussi. Hein. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez être au courant des dernières vidéos. Et travaillez donc H2 et Helium 2. Et on se voit à la prochaine vidéo pour la correction. À bientôt!